Bonjour à tous. Hier, avec l'adoption du Sénat, le Parlement a définitivement adopté un projet de loi clarifiant l'utilisation de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes. C'était une urgence puisque la Cour de cassation avait dernièrement invalidé des pièces de procédure dans des enquêtes préliminaires qui avaient été recueillies par géolocalisation, par balise GPS ou bien encore par portable. Pour cette décision, elle s'appuyait sur la Cour européenne des droits de l'homme qui estimait qu'il s'agissait d'une ingérence dans la vie privée et qu'à ce titre, cela nécessitait le contrôle d'un juge. Cette décision a suscité la colère parmi les policiers qui ont estimé que c'était un frein dans leurs enquêtes notamment dans le cadre du grand banditisme ou encore dans le cadre du trafic de stupéfiants. Tout de suite, retour donc à la séance hier soir au Sénat. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur le Président Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme vous l'avez sans doute appris, la commission mixte paritaire qui s'est tenue au Sénat la semaine dernière s'est conclue par un accord entre les deux assemblées sur le projet de loi que vous avez présenté, Madame la Ministre, relatif à la géolocalisation. Je tiens à dire que je me réjouis de cet accord qui est le fruit d'un dialogue approfondi et je tiens à saluer l'écoute et l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Sébastien Pietrasanta, ainsi que du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas. Mes chers collègues, vous savez que ce texte sur la géolocalisation a pour objet de tirer les conséquences de l'arrêt du 22 octobre 2013 de la Cour de cassation. Arrêt qui est lui-même la conséquence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'intitule arrêt Uzun contre l'Allemagne et on peut dire d'ailleurs que dans une certaine mesure, la Cour de cassation est allée au-delà des prescriptions de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela, Madame la Ministre, nous renvoie toujours à la même question que vous connaissez parfaitement, puisque vous avez déjà fait des efforts à cet égard et nous aussi. Il s'agit de la nécessaire réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui permettrait de répondre à l'objection récurrente de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle les membres du parquet n'auraient pas l'indépendance des juges. Je formule le vœu que je sais que c'est aussi votre intention, c'est celle qui a d'abord été manifesté par le président de la République il y a encore quelques semaines, d'arriver à une formulation, à un texte qui soit susceptible de recueillir la majorité requise au Congrès, de manière à avancer sur ce point et à ce que la France cesse d'être condamnée pour cette question. Je vais revenir brièvement sur les différents points dont nous avons parlé au Sénat, dont il a été question à l'Assemblée et dans la commission mixte paritaire. D'abord, quels sont les cas dans lesquels il est licite de faire appel à la géolocalisation? Notre position, Madame la Ministre, a été très claire dès la première lecture. Nous avons pris tout à fait à la lettre ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle a dit
qu'il fallait que ce soit des infractions d'une particulière gravité. C'est pourquoi nous avons adopté ici une disposition qui concerne les infractions qui correspondent à un quantum de 5 années et non pas 3 années comme il était écrit dans le projet de loi initial. Bien entendu, Madame la ministre, nous avons pris en compte les infractions sanctionnées par 3 ans s'il s'agit des délits prévus aux articles 74 à 74.2 du Code pénal et 84, c'est-à-dire des atteintes aux personnes qui présentent donc une certaine gravité. Je résume donc ce qui a été finalement, et après du travail, beaucoup de travail, la position de la commission mixte paritaire. 5 ans, c'est la règle générale. 3 ans, s'il s'agit de délits d'atteinte aux personnes visés par le livre 2 du Code pénal, et s'il s'agit également du recel de criminels prévu par l'article 434.6 et de l'évasion prévue par l'article 434.7. Deuxième point. Donc, je dis que sur ce point, la position du Sénat a été totalement suivie par la commission mixte paritaire, puisque l'Assemblée nationale était revenue au quantum de 3 ans. Deuxième point, à quel moment doit intervenir le juge de la détention et de la liberté? Nous avions dans le texte initial 15 jours, au bout de 15 jours de géolocalisation. Notre collègue Jacques Mézard avait proposé un amendement qui a été adopté par le Sénat pour porter cette durée à 8 jours. Nos collègues députés sont revenus à 15 jours. Finalement, et après discussion, nous avons donné notre accord, dans le cadre d'un compromis bien sûr, avec cette durée de 15 jours pour la raison suivante. La raison est que la Cour européenne des droits de l'homme a validé le fait que le juge du siège puisse intervenir au bout d'1 mois. Donc, à partir du moment où 15 jours, c'est naturellement une durée plus courte qu'1 mois, jugée parfaitement légitime par la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons considéré que l'on pouvait maintenir ces 15 jours, d'autant plus que les 8 jours entraînaient un droit à prolonger 8 jours. Donc ça faisait 15 jours ou 16 au total. Troisième point, pour ce qui est des dispositions relatives au domicile privé, nous avons maintenu ce qui était dans le texte du Sénat et qui a été repris par l'Assemblée nationale avec quelques précisions pour que le domicile privé soit parfaitement respecté. Et en cas d'intrusion nocturne pour une géolocalisation, il est prévu dans le texte qu'il faut à la fois l'accord préalable du procureur de la République et du juge de la liberté et de la détention. Donc cela présente toute garantie. Nous avons ajouté toutefois une précision relative aux lieux couverts par le secret de la défense nationale. Il est clair que et c'est, je crois, assez logique, toute géolocalisation soit interdite et impossible dans les lieux couverts par le secret de la défense nationale. Pour ce qui est d'une question qui a fait débat, qui est celle de l'initiative de l'officier de police judiciaire en cas d'urgence pour la pose d'une balise. Alors là, nous avions considéré qu'il était possible, au Sénat, qu'il était possible de laisser cette initiative dès lors que l'OPJ, l'officier de police judiciaire, informait immédiatement par tout moyen le procureur de la République. Dès lors que cela a été fait, nous avions considéré qu'il était nécessaire
que le procureur de la République valide la procédure au bout de 12 heures. Et nous avions explicitement considéré que s'il ne le faisait pas, la procédure matérielle, le dispositif matériel était nul et non avenu et ne pouvait produire aucun effet. On peut tout à fait désactiver une balise, bien entendu. L'Assemblée nationale, après discussion avec vous-même, Madame le garde des Sceaux, a pensé qu'il était préférable de prévoir 24 heures parce que le procureur de la République ne peut pas prendre l'acte depuis son domicile, mais qu'il est nécessaire que celui-ci soit enregistré au greffe du tribunal. Donc il peut arriver qu'en fin de semaine, en particulier le samedi et le dimanche, il y ait des problèmes à cet égard. C'est pourquoi, pour des raisons pratiques, et je dis bien seulement pour des raisons pratiques, nous nous sommes ralliés à ce dispositif, mais je précise bien que dans l'esprit de la commission mixte paritaire, que je ne pense pas trahir, il est essentiel que l'OPJ prévienne instantanément le procureur et ensuite que le procureur valide, et dans les 24 heures au plus tard. Restait la question du dossier séparé. C'est un sujet que nous avions traité en première lecture en prenant en compte ce que nous avaient dit les représentants de la police et de la gendarmerie qui avaient fait état du fait que certains informateurs pouvaient être menacés et être en danger dès lors qu'il apparaîtrait dans le dossier leur nom, le lieu, la date où la géolocalisation a été instaurée et la balise posée. Je parle toujours de balise, j'en profite pour préciser que le texte concerne à la fois les géolocalisations par balise et aussi par téléphone portable. Bien. Par rapport à cette question importante, nous avons considéré qu'il était possible de s'inspirer de l'article du Code de procédure pénale relatif aux témoins anonymes. Et nous avons considéré qu'il était possible, pour les raisons dites par les représentants de la police et de la gendarmerie, que certaines pièces soient exclues du dossier et donc figurent dans un dossier séparé. Toutefois, il faut, pour ce faire, des conditions très précises. Et la première est que cela ne pourra avoir lieu que sur décision du juge. Donc, il n'y aura dossier séparé, il n'y aura exclusion du dossier principal de certaines données que si le juge en décide ainsi. Donc, l'autorité judiciaire, à cet égard, elle est pleine et entière. Et de manière à bien préciser les choses, puisque je sais qu'à l'Assemblée nationale, un débat s'est fait jour sur la constitutionnalité du dispositif. Eh bien, nous avons écrit dans le texte de la commission mixte paritaire qu'il vous sera proposé d'adopter, noir sur blanc, que la décision est celle du juge et qu'il ne peut pas la prendre en vertu de ce qui sera la loi si elle est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense. Donc, je précise, le juge décide, à condition que ça ne porte pas atteinte à la manifestation de la vérité, et à condition que ça ne porte pas atteinte à l'exercice, à ce qui est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Donc, je crois que les choses sont extrêmement claires. Et dans ces conditions, et là aussi nous avons veillé à la formulation, par une formulation nouvelle qui ne retient pas en l'état ce qui était le troisième alinéa du texte de l'Assemblée nationale, dans ces conditions que je viens de préciser, l'enregistrement, je cite le texte issu de la commission mixte paritaire, il est possible d'enregistrer dans un autre dossier ou d'exclure du dossier principal les données
de localisation, date, lieu, heure, et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique. Et cela est extrêmement précis, cadré, restrictif et, à notre sens, est donc parfaitement constitutionnel. Voilà, mes chers collègues, ce qu'a été le travail de la commission mixte paritaire. Celui-ci s'est déroulé dans un excellent climat et je dois vous dire que dans cette affaire, ce qui nous a guidés, c'est la recherche d'un nécessaire équilibre. Il est nécessaire, nous le savons tous, de disposer des moyens pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la violence, pour lutter contre des menaces intolérables qui portent sur l'intégrité de nos concitoyens, des personnes qui vivent en France. C'est nécessaire. En même temps, cela peut amener à porter atteinte à la vie privée, aux données personnelles, et nous savons bien qu'il y a là un problème, car nous sommes très attachés au respect des libertés individuelles, au respect de la vie personnelle, au respect des données personnelles. Il faut donc ne porter atteinte à celles-ci qu'avec grande prudence, dans le cadre de la loi, et uniquement quand c'est nécessaire pour lutter contre le terrorisme, contre la violence, contre les menaces à l'égard de nos concitoyens et des personnes qui vivent en France. Je pense que nous avons atteint cet équilibre. C'est pourquoi la commission mixte paritaire a adopté cette position qui n'est pas seulement une position de compromis, mais qui, je crois, a pris le meilleur du travail des deux assemblées pour arriver à un texte, je ne sais pas s'il est le meilleur possible, mais enfin, je pense qu'il est un bon travail parlementaire. C'est pourquoi je vous invite, au nom de la commission mixte paritaire et au nom de la commission des lois qui en a débattu cet après-midi, à l'adopter. Mes chers collègues, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je cède la parole à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, le Président et rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je serai bref puisque vous avez rappelé en fait les principales dispositions de ce texte. Je veux d'abord saluer la qualité du travail qui a été produit par cette commission mixte paritaire, qualité du travail qui est due à votre implication très personnelle, Monsieur le Président, et en votre double qualité de président de la Commission des lois et de rapporteur de ce texte, à la forte implication du président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et du rapporteur de l'Assemblée nationale, avec le souci d'arriver effectivement à un texte qui est composé aujourd'hui de ce que j'appelle de beaux compromis, dans la mesure où des divergences d'écriture qui étaient apparues au cours des lectures différentes dans les deux chambres, vous avez réussi à écrire un texte convergent. Je veux rappeler simplement qu'évidemment, nous sommes dans une procédure d'urgence parce que ce texte de loi qui encadre les techniques de géolocalisation est très attendu depuis les arrêts de la Cour de cassation d'octobre 2013. Il est évidemment très attendu par les juridictions, il est très attendu par les services d'enquête, qu'il s'agisse des policiers, des gendarmes, des douaniers ou des agents fiscaux qui font office, en l'occurrence, d'officiers de police judiciaire. Ces arrêts de la Cour de cassation ont confirmé un vide juridique, puisque la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà énoncé la nécessité, dans un arrêt de 2010, de disposer d'une loi et que cette loi soit assez précise pour éviter tout arbitraire et de tenir compte, et là nous trouvons des éléments conjoints à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et aux arrêts de la Cour de cassation. Il faut tenir compte quand même de la gravité des infractions concernées, de façon à ce que les dispositions législatives soient de nature à la fois à préserver les libertés individuelles et en même temps à garantir l'efficacité des enquêtes. Vous avez donc trouvé un accord sur un certain nombre de dispositions. Vous êtes revenu sur le quantum de peine à 5 ans. Avec pour exception les 3 années dans les cas d'atteinte aux personnes, et vous y avez ajouté les faits d'évasion
d'évasion et de recel de criminels. Évidemment, le gouvernement s'en félicite, puisque le gouvernement avait plaidé devant votre Chambre qu'il avait entendu, il avait plaidé devant l'Assemblée nationale qu'il avait moins entendu, la nécessité de tenir compte en particulier de ces infractions d'atteinte aux personnes. Cela nous permet vraiment un bel équilibre dans la mesure où on préserve l'efficacité des enquêtes, mais en même temps on tient compte des observations de la Cour de cassation qui qualifie la géolocalisation comme une ingérence grave dans la vie privée. Même si la Cour d'appel, le 21 février, a émis un arrêt d'une autre nature, mais nous savons que les choses ne sont pas à leur terme. En tout cas, cela démontre cette divergence d'appréciation de la Cour de cassation et de la Cour d'appel, démontre la nécessité urgente de disposer d'un cadre juridique bien stable et qui soit une référence pour toutes nos juridictions et pour toutes les procédures concernées. Vous avez rétabli le délai de 15 jours. C'est le Sénat d'ailleurs qui, sur la base du texte du gouvernement, qui avait prévu une autorisation possible de la part du parquet, du procureur, donc, sur une décision, sur un acte de géolocalisation avec un délai de 15 jours de validité. C'est le Sénat lui-même qui avait souhaité rétrécir à 8 jours. L'Assemblée avait retenu 15 jours. La commission mixte paritaire a maintenu, en tout cas, a retenu l'écriture avec un délai de 15 jours. Je rappelle simplement ce que je dis de façon un peu récurrente, répétitive et ressassante d'une certaine façon, à la fois que le parquet appartient à l'autorité judiciaire, qu'il protège les libertés individuelles, même si c'est dans un champ moins large que celui des juges du siège, et que le parquet, dans le cadre de ce délai de 15 jours, veillera à la protection des libertés individuelles et en même temps à l'efficacité de l'enquête, puisque nous nous étions basés pour ce délai de 15 jours sur le délai d'une enquête de flagrance prolongée. Vous avez, dans le cas où l'officier de police judiciaire décidera lui-même, dans l'urgence, d'une mesure de géolocalisation, il doit prévenir immédiatement le parquet qui peut valider ou invalider, mais le parquet dispose d'un délai. Alors, sorti du Sénat, le texte prévoyait 12 heures pour que le parquet confirme par écrit, et l'Assemblée était passée à 24 heures, la commission mixte paritaire a maintenu. Il reste la question plus sensible, à mon avis, de ce que vous appelez le dossier séparé, que nous avons longtemps appelé le dossier occulte, et que je crois que nous sommes fondés à appeler un dossier occulte, puisqu'il est destiné à ne pas être mis à la disposition de la défense. C'est un dossier qui va comporter des pièces dont on comprend tout à fait l'esprit, à savoir veiller à la protection et à l'intégrité physique des personnes qui ont apporté des informations à la justice, ces informations ayant permis d'identifier, de repérer, de démanteler, en tout cas, et permis une plus grande efficacité des enquêtes. Il s'agit de protéger ces personnes ainsi que leur entourage. Nous sommes évidemment très très sensibles à cet argument, à telle enseigne d'ailleurs que dans le texte du gouvernement, nous avions introduit une disposition qui était plus proche de la procédure qui aujourd'hui permet d'entendre un témoin anonyme. Je rappelle, comme je l'ai dit en première lecture, que le témoin anonyme, la personne mise en cause peut néanmoins demander à être confrontée au témoin anonyme. Nous ne sommes pas donc exactement dans le même dispositif où des pièces sont soustraites totalement au principe du contradictoire. Donc le Conseil d'État, lui, avait souhaité disjoindre cette disposition parce qu'il a considéré que ces dispositions qui étaient dans le texte initial du gouvernement n'étaient pas satisfaisantes. Alors depuis, c'est vrai que vous avez travaillé l'écriture aussi bien au niveau du Sénat qu'au niveau de l'Assemblée. Dans le texte sorti de la commission des lois de l'Assemblée, il y avait un alinéa dont vous avez rappelé, monsieur le président rapporteur, qu'il a été supprimé, cet alinéa 3, qui énonçait de façon très très large toute pièce qui pourrait être considérée comme nécessitant cette soustraction à la défense. Nous pensons néanmoins que, y compris dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, nous avons quand même un dispositif complètement inédit. Il n'y a pas l'équivalent dans notre droit actuellement. Et parce qu'il n'y a pas l'équivalent dans notre droit, et parce que l'alinéa 2, tel qu'il est rédigé,
permet quand même encore que le juge, et vous venez de le confirmer à la tribune, Monsieur le Président rapporteur, que le juge apprécie les pièces qui pourraient entrer dans ce dossier séparé. Il y a donc cette part d'appréciation pour laquelle nous plaidons à longueur de temps en disant qu'il faut faire confiance à la justice et permettre aux magistrats de librement apprécier les situations qui lui sont soumises. Il demeure que nous sommes dans ces enquêtes, dans ces procédures pénales, face à la situation où non seulement le magistrat va apprécier par rapport aux pièces qui sont à sa disposition, mais il va apprécier unilatéralement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradictoire, la défense n'a pas son mot à dire, mais en plus, il va apprécier peut-être différemment sur le territoire et selon les enquêtes concernées. Donc nous estimons qu'il y a là quand même un petit espace d'incertitude en matière de sécurité juridique. Parce que ces pièces peuvent concerner, le magistrat peut estimer que pour la protection de ces personnes qui ont contribué à éclairer la justice, peuvent estimer que la pièce de procédure qui permet d'identifier l'heure et la date de pose d'une balise permettrait d'identifier la personne qui a informé la justice. Mais ça, la date et l'heure de la balise, ça peut être un élément de procédure, en tout cas de régularité de la procédure. Donc nous pensons qu'il y a quand même encore un risque que soit contestée la régularité d'une procédure dans la mesure où la défense n'aura pas accès à toutes les pièces qui lui permettent d'apprécier la régularité de la procédure. Alors c'est vrai que vous avez pris la précaution d'écrire qu'il ne faut pas que ces pièces participent, soient essentielles à la manifestation de la vérité, ni qu'elle soit de nature à mettre en cause la procédure, mais il n'empêche que, selon le principe du procès équitable et du respect des droits de la défense, nous pensons qu'il reste un risque. C'est pour ça que nous maintenons, et je l'ai dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale, nous maintenons la suggestion, je maintiens la suggestion, que, par anticipation, avant la promulgation de la loi, l'une ou les deux présidences de chambre du Parlement saisissent le Conseil constitutionnel. Deux hypothèses sont possibles, ou bien le Conseil constitutionnel indique que dans ce dispositif totalement inédit, que l'écriture est satisfaisante et qu'il n'y a pas de risque, et à ce moment-là, le texte est conforté, il est consolidé et la sécurité est totale sur les procédures pénales. Ou alors le Conseil constitutionnel estime que soit il fait une réserve d'interprétation, soit il suggère une réécriture. Et dans ce cas-là, nous aurons évité, avant la promulgation de la loi, qu'elle le soit avec une disposition qui peut éventuellement, a posteriori, mettre en cause des enquêtes pénales. Telle que la loi rédige, évidemment, les enquêtes seraient conduites conformément à la loi, mais nous savons parfaitement qu'aujourd'hui, il ne suffit pas que les actes soient conformes à la loi. Nous savons qu'avec la question prioritaire de constitutionnalité, la loi elle-même est passée au crible du Conseil constitutionnel, après l'étape, évidemment, de la recevabilité par le Conseil d'État et la Cour de cassation, est passée au crible de sa conformité vis-à-vis de la Constitution, mais aussi de sa conventionnalité, c'est-à-dire de sa conformité vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, je pense que pour ces raisons, c'est une précaution qui vous paraît peut-être superfétatoire, mais c'est une précaution qui me paraît utile avant la promulgation du texte. Cela nous prendrait 8 jours de plus, puisque, conformément à l'article 61 de la Constitution, en cas d'urgence, le Conseil constitutionnel peut statuer en 8 jours et non pas en un mois. Ce serait 8 jours de plus pour obtenir une sécurité totale sur le texte et éviter de mettre en cause, en tout cas de permettre des censures de procédures a posteriori. Je crois que c'est une précaution supplémentaire que nous pouvons prendre, et en rappelant à une assemblée telle que la vôtre, aussi sensible aux questions de droit, ce qu'écrivait John Locke, à savoir que là où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté. Donc notre préoccupation, c'est de consolider le droit, c'est-à-dire de créer ce cadre juridique qui définit les conditions et les limites dans lesquelles la géolocalisation peut se pratiquer, mais surtout a posteriori de sécuriser les procédures et d'éviter qu'une enquête soit conduite, qu'elle soit bien conduite, qu'elle soit conforme à la loi et qu'elle soit quand même censurée parce que la loi elle-même aura été considérée comme n'étant pas conforme à la Constitution. Merci, Madame la garde des Sceaux. Dans la suite de la discussion générale, je passe la parole à Monsieur Robert Tropeano du groupe RDSE pour 6 minutes.
Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, notre Parlement s'apprête à remédier au vide législatif qui présidait en matière de géolocalisation. Il se conforme à cela aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui impose que de telles mesures soient prévues par la loi. La géolocalisation était jusqu'alors régie par les dispositions générales du Code de procédure pénale, si bien que la question de sa validité pouvait être posée à tous les stades de la procédure. Nous pouvons nous féliciter de cette clarification. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 février, qui a explicitement désavoué l'interprétation de la Cour de cassation, nous confirme cette nécessité de mettre fin à une incertitude dommageable à la sécurité juridique. Il ne peut échoir à chaque tribunal la tâche d'infirmer ou de confirmer les mesures de géolocalisation selon une interprétation plus ou moins claire de la validité de ces mesures. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, a sans cesse été recherché le point d'équilibre entre le respect de la vie privée de chacun et le maintien de l'ordre face à une insécurité croissante et incontestable. Il s'agissait de donner les moyens aux forces de police de mener leurs investigations tout en ne négligeant pas les dérives actuelles autour des données personnelles et de la vie privée. Il nous semblait ainsi que le Sénat avait trouvé un bon compromis, tant sur le champ d'application que sur la fameuse question du délai de saisine du juge de liberté et de la détention. La Chambre basse a pourtant cédé aux sirènes si attrayantes de la sécurité à tout prix, sans que l'on en comprenne les raisons. Aujourd'hui, le groupe RDSE s'inquiète de ce choix par une majorité de gauche qui, lorsqu'elle était dans l'opposition, semblait toujours se positionner à la pointe de la défense des libertés publiques. C'est pourquoi notre groupe déplore la suppression de son amendement adopté à une très large majorité et qui constituait une garantie supplémentaire dans le dispositif juridique de la géolocalisation. Mes chers collègues, la technique de la géolocalisation constitue une ingérence grave dans la vie privée. Ce délai de 8 jours était pourtant conforme à la recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui a été saisie pour avis. Le ministère de la Justice a justifié le choix d'une durée de 15 jours autorisée par le procureur de la République, en ce que cette durée corresponde à la durée maximale de l'enquête de flagrance prolongée. Nous rappelons à cet égard que la CNIL, dans sa délibération du 19 décembre 2013, portant avis sur ce projet de loi, a rappelé que la durée de la flagrance, telle que prévue à l'article 53 du Code de procédure pénale, est de 8 jours, renouvelable une fois sur décision du procureur de la République. Elle a ainsi considéré que pour être en adéquation avec l'article 53 du Code de procédure pénale, la mesure de géolocalisation devait être d'une durée de 8 jours, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République. Cette autorité administrative, chargée de préserver les éventuelles atteintes à la vie privée et aux libertés individuelles, a également relevé que dans le cadre des autres enquêtes menées par le procureur de la République, que le délai de 15 jours prévu par le projet de loi ne correspondait à aucune durée prévue lors du déroulement des enquêtes préliminaires, ainsi qu'à aucune des procédures prévues aux articles 74 à 74.2 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout au long des débats sur le satisfecit donné par la Cour européenne des droits de l'homme à la procédure allemande dans l'arrêt Husum contre Allemagne, et notamment sur les contresens qui ont été faits, peut-être à dessein. L'article 100C du Code de procédure pénale allemand, qui constitue précisément la base légale des mesures de géolocalisation, ne requérait pas une décision judiciaire pour la géolocalisation jusqu'en 2000. En novembre 2000 est entré en vigueur l'article 163F sur la surveillance systématique de longue durée de suspects. La Cour s'est félicitée dans son arrêt de ce renforcement de la protection des droits d'un suspect au respect de sa vie privée. Une telle surveillance, durant plus de 24 heures d'affilée, ou opérée plus de 2 jours au total, ne peut être ordonnée qu'à l'égard de personnes soupçonnées d'infractions extrêmement graves et lorsque d'autres moyens d'enquête destinés à établir les faits de l'affaire ou à localiser le suspect ont nettement moins de chances d'aboutir ou sont considérablement plus difficiles à mettre en œuvre.
La mesure peut être ordonnée par le parquet. Selon le paragraphe 4, qui a été abrogé en 2007, sa mise en œuvre ne pouvait dépasser 1 mois et toute prolongation devait être ordonnée par un juge. C'est cette dernière disposition, pourtant abrogée, qui a fondé tout l'argumentaire du projet de loi initial du gouvernement jusqu'à la discussion en commission mixte paritaire, au moins de ceux qui ont défendu un délai de saisine du juge fixé à 15 jours. Ainsi, vous l'avez bien compris, il s'avère aujourd'hui, à l'heure où nous débattons, que les mesures de géolocalisation en Allemagne ne peuvent être ordonnées que par un juge, de manière donc parfaitement conforme à la jurisprudence européenne. Et c'est en cas d'urgence seulement que le procureur ou les fonctionnaires de police peuvent ordonner de telles mesures. Ces dernières deviennent illégales si elles ne sont pas validées dans les 3 jours ouvrables par un tribunal. La France, en 2014, va ainsi se doter d'une réglementation moins respectueuse des données personnelles et plus attentatoire aux libertés individuelles, alors même que l'Allemagne, il y a déjà 7 ans, a offert aux suspects la garantie de l'autorisation d'un juge au bout de 3 jours de surveillance. En outre, force est de constater que les débats ne sont à aucun moment portés sur la question de l'autorisation de telles mesures par le procureur de la République, qui ne constitue pas un juge impartial et indépendant au sens de la jurisprudence européenne. Sans jouer les Cassandres, nous pouvons à juste titre nous inquiéter une nouvelle fois de ce flou juridique autour du caractère non conventionnel des magistrats du parquet. Le rapport Nadal, que vous avez commandé, Madame la garde des Sceaux, préconise un alignement des régimes statutaires et disciplinaires de ces magistrats sur ceux de leurs homologues du siège. Je pense notamment à la réforme de la garde à vue, intervenue à la suite de l'arrêt Brusco en 2010, et je vous pose donc la question suivante. Quand cesserons-nous d'attendre les condamnations des cours européennes pour réformer notre droit? La France ne doit pas être le cancre de l'Europe en matière de défense des libertés et des droits individuels. Dans les prochains mois, nous examinerons la réforme pénale. À cet égard, nous espérons que le débat démocratique sera plus soucieux de nos engagements conventionnels comme des droits et libertés de chacun. Merci, mon cher collègue. La parole à Madame Hélène Lipietz pour le groupe écologiste pour 6 minutes. Je préfère un verre de vin, mais ça ne se fait pas. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les écologistes ont une position commune, pour une fois, sur la géolocalisation, comme le prouve le texte que je vais lire, que j'ai lu la dernière fois, qui était celui de Jean Zessard, ici présent, et celui que je vais lire aujourd'hui, qui est celui d'André Catelin, avec bien sûr ma petite touche. L'équilibre global de ce texte n'a vraiment pas été modifié par la suite de la procédure parlementaire entre les éléments positifs et les éléments négatifs que nous avions listés en première lecture. Et, de manière logique, sur le fond, notre position n'a pas changé. Il eût été préférable de confier aux juges du siège toute décision relative à ces procédures, et ce, dès le premier jour, tant l'enjeu procédural et symbolique est fort. Il s'agit tout de même, dans ce texte, de la garantie de nos libertés individuelles et du respect de notre vie privée, qui ne doivent pas être sacrifiées à la sécurité que chacun ou chacune espère. Nos lois doivent protéger ces deux droits et cette attente sans en hiérarchiser l'un par rapport aux autres. Le président de la commission des lois a annoncé l'organisation d'une journée de travail sur les questions touchant au numérique et au traitement des données privées. Cette journée s'appuierait, je n'en doute pas, sur les rapports, d'une part, de la mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs et aux données publiques, dont la rapporteuse est notre collègue écologiste Corinne Bouchoux, ou sur la mission commune d'information sur le nouveau rôle de la gouvernance d'Internet, à laquelle participe notamment mon collègue André Catelin.
Nous ne pouvons que saluer ces initiatives qui vont bien évidemment au-delà de ce seul texte. Le droit au respect de la vie privée est un principe déjà ancien. Il est pourtant remis en question au quotidien, de manière imperceptible, du fait des évolutions technologiques et des habitudes prises par chacun et chacune. Il est aussi remis en question face à des craintes de terrorisme ou d'atteinte aux biens et surtout d'atteinte aux personnes qui justifieraient les atteintes à notre citoyenneté même, à notre indépendance sociétale et étatique. En ce début d'année 2014, la moitié de nos concitoyens et concitoyennes disposent d'un smartphone sur lequel ils reçoivent leurs appels, consultent leurs mails et Internet et interviennent sur les réseaux sociaux. L'Institut Médiamétrie indique que les foyers français disposent chacun en moyenne de 6 écrans et demi. Je ne sais pas dans quel sens on a coupé les écrans. Si l'on compte à la fois les ordinateurs, les tablettes, les téléphones et la télévision. Je dois faire baisser la moyenne n'ayant ni smartphone, ni tablette, ni télévision. Et je ne parle pas des montres, des lunettes, des voitures ou même des cartables qui tous peuvent désormais être connectés. Il paraît que ces évolutions inimaginables il y a encore très peu de temps, 1 an, 2 ans, présenteraient, et je mets bien conditionnel, de multiples intérêts. Je pense que c'est surtout pour les firmes qui les commercialisent et pour les géants du numérique qui vivent en très grande partie du commerce des données collectées via tous ces objets. Et les gouvernements, démocratiques ou non, trouvent dans cette très vaste toile d'échanges volontaires et d'empreintes laissées sans qu'on y prenne garde un moyen de lutter contre toute une série de menaces. Or, qui décide quelles sont les menaces dont le risque est tel qu'on peut y sacrifier notre vie privée? Ainsi, le plan Vigipirate, qui déroge à la Constitution en tant qu'état d'exception, est activé depuis 1996. Et s'il s'est réduit la semaine dernière à 2 niveaux, garde la France depuis 18 ans sur surveillance militaire permanente. Est-ce réellement justifié? À quand une réflexion sur ce que nous, citoyens et citoyennes, parlementaires ou membres du gouvernement, police ou justice, attendons comme degré de sécurité et comme degré de respect de notre vie privée? Nous ne devons pas confisquer ce débat aux citoyens en augmentant les droits de la police ou des douanes ou de l'armée, sauf à ce que nos lois soient contestées, comme le fameux article 20 de la loi de proclamation militaire a été contesté. Nous ne reviendrons pas là-dessus. La question est donc de savoir comment canaliser tout ceci pour restaurer un équilibre qui semble aujourd'hui, aux yeux des écologistes, bien précaire, sinon perdu, au détriment des citoyens et des citoyennes. La question est aussi de savoir comment adapter nos sociétés, nos institutions et donc nos lois à cette révolution qui est déjà derrière nous, sans en être encore suffisamment au cœur du débat public. Nous sommes en retard par rapport à l'évolution des informations informatisées. Et dans notre façon de légiférer, nous sommes là aussi en retard. Mais il nous semble que nous sommes qu'au début de la réflexion, alors que le temps presse. Cependant, les écologistes s'abstiendront sur ce texte pour que le vide laissé par les décisions juridiques soit comblé, en espérant qu'un texte plus performant soit proposé au plus vite. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je cède la parole à Monsieur Jean-Jacques Hyest pour le groupe UMP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, alors je vais revenir quand même à la géolocalisation, parce que quand même on sait ce que c'est. Il faut quand même le rappeler, on nous parle de tout un tas de choses. C'est uniquement un moyen technique permettant la localisation en temps réel d'un individu. Voilà. Monsieur le Président Sueur, nous avons rencontré des soucis pour la géolocalisation dans le domaine des écoutes administratives, il y a quelques semaines. Et même ça a fait toute une polémique. Évidemment, ce n'était pas réglementé parce que ça n'existait pas il y a quelques années. Les écoutes téléphoniques sont très réglementées, dans le domaine du renseignement comme dans le domaine judiciaire.
Et donc, la Cour de cassation s'est rendue compte de ça. D'ailleurs, on a un problème dans notre pays. On a le contrôle de constitutionnalité. Mais ça n'empêche pas le contrôle de conventionnalité. Et quelquefois, le Conseil constitutionnel dit « votre loi est conforme ». Ah, la Cour de cassation, plus la Cour de cassation que le Conseil d'État, disent « non, 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 c'est pas conforme aux conventions internationales et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme ». Et d'ailleurs, ça pose des problèmes. Mais c'est le problème général qu'on a évoqué cet après-midi, Madame le garde des Sceaux, sur le statut du parquet, derrière tout cela. Parce que quand on vous dit que ce n'est pas un juge impartial et indépendant, bon, le parquet, ce n'est pas un juge impartial et indépendant. Alors, mais néanmoins, on s'est trouvé devant cette décision de la Cour de cassation, comme on l'avait rencontré d'ailleurs il y a 2 ans, sur la garde à vue, où c'est terminé. Vous ne pouvez pas continuer. Il faut absolument que les avocats soient tout de suite. Alors que le Conseil constitutionnel avait dit on vous donne 6 mois. Puis là, c'est pareil, donc ça s'est interrompu. Vous avez dû donner des instructions en disant surtout plus de géolocalisation. Parce que vous aurez, ça sera l'annulation des enquêtes. Et les services d'enquête en ont besoin pour exercer convenablement leur mission. Et donc, c'était urgent. Vous voyez, il y a des notions d'urgence. Ça, c'est une vraie urgence, Madame le garde des Sceaux. Et les parlementaires, en plus, ont trouvé, je crois, un consensus concernant l'encadrement du recours à ces techniques. Monsieur le Président Sueur l'a expliqué, les conclusions de la CMP. Donc le consensus, c'était d'abord d'intervenir rapidement dans ce domaine. Et d'ailleurs, notre collègue François Pillet, je le signale quand même, avait déposé, il avait bien vu aussi la question, il avait pris l'initiative de proposer une réforme du dispositif de géolocalisation censuré par la Cour de cassation, qui allait d'ailleurs dans le même sens que le projet gouvernemental. C'est vrai que la jurisprudence, elle a raison, indique que la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée des citoyens. Et donc le recours à ce dispositif doit être strictement encadré. Mais il faut que ça soit conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut que cette délocalisation soit limitée aux faits les plus graves et sous le contrôle strict du magistrat compétent. Nous, on considère que le parquet en fait partie, magistrat. Après quelques divergences entre le Sénat et l'Assemblée sur ces 2 points essentiels du dispositif, la CMP a permis de faire émerger un compromis. C'est vrai que le texte retient ainsi 2 cas de figure, nous on disait 5 ans, le Sénat disait 5 ans, les crimes ou les délits punis d'une peine de 5 ans ou plus les atteintes aux personnes punies d'une peine de 3 ans d'emprisonnement, et en plus l'évasion et recel de criminels. Là, Madame le garde des Sceaux, moi je peux me permettre d'avoir une petite interrogation. L'échelle des peines, qu'on avait vraiment eu beaucoup de difficultés à établir lors de l'élaboration du Code pénal. On l'a fait exploser. Et donc, il n'y a plus d'homogénéité, si bien qu'il y a des choses plus graves qui sont toujours punies de 3 ans parce qu'on ne les a pas revisitées. Il y a des choses qui sont punies de 5 ans alors qu'on ne voit pas pourquoi, parce qu'il y a eu un fait divers ou je ne sais quoi. Il faudra peut-être qu'on reprenne ce dossier de l'échelle des peines. Franchement, pour avoir été un de ceux, mais je ne suis pas le seul, Jean-Pierre Michel l'était aussi, des parlementaires qui ont participé pendant 2 ans et demi à l'élaboration de ce code pénal, je crois qu'on avait abouti en faisant vraiment, ah bah oui, ça nous paraît plus grave, et en plus c'est l'état de la société. Alors peut-être que l'état de la société a évolué depuis, mais je pense qu'on aurait intérêt à revisiter ça, parce qu'autrement on se trouve devant, est-ce que c'est plus grave? C'est l'échelle des peines qui dit que c'est plus grave ou moins grave d'habitude. C'est plus vrai du tout. Donc c'est pour ça que je crois qu'on a rencontré cette difficulté, mais le compromis me paraît raisonnable et conforme à la jurisprudence, parce qu'il faut se méfier. Maintenant, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation s'en empare et dit vous n'avez pas respecté la jurisprudence.
Donc, et puis le dernier point, celui que vous avez évoqué, très important, Madame le garde des Sceaux, à la fin de votre intervention, sur qu'est-ce qu'on peut retirer du dossier, en mettre à part, parce qu'il y a quand même des cas, et on l'a vu aussi cet après-midi, d'ailleurs assez curieusement sur un autre sujet, il est bien évident qu'il y a des choses qu'il ne faut pas peut-être, parce que ça peut nuire à d'autres personnes, donc il y a quand même, le dispositif me paraît quand même bien fait. Dernier, alors sur les enquêtes de flagrance, sur les enquêtes préliminaires, alors c'est vrai que la CEDH autorise un délai pouvant aller jusqu'à 30 jours. La CMP a fixé 15 jours. On avait voté, mon cher collègue, effectivement 8 jours. Et puis alors est intervenu comme les carabiniers la CNIL. Alors on a la Cour européenne des droits de l'homme, on a la Cour de cassation, puis maintenant on a une nouvelle instance juridique, qui s'appelle la CNIL. Non, mais Madame le garde des Sceaux, dans son domaine. Mais maintenant, elle nous explique que ça serait mieux 8 jours renouvelables une fois, etc. Bon, enfin, c'est quand même épatant, surtout que c'est arrivé un peu tard. Non, mais franchement, bientôt on va pouvoir légiférer parce qu'on va nous donner tellement de conseils qui sont contradictoires, d'ailleurs, les uns les autres. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la CNIL, hein. J'ai toujours soutenu, mais dans son domaine. Donc voilà. Mais néanmoins, je crois que la CMP a bien travaillé. Bien entendu, nous soutiendrons la position, et même, Madame le garde des Sceaux, avec votre amendement, parce que je crois que vous avez raison par coordination. Hein, il a été voté aussi à l'Assemblée. Ah oui, il faut mieux qu'on le vote d'ailleurs, parce qu'autrement, ça ferait un peu, ça ferait un peu désordre, n'est-ce pas? Je crois que ça ferait un peu désordre. Voilà. En tous les cas, oui, mais je pense que, par contre, nous avons à réfléchir, non pas d'ailleurs dans le cadre des enquêtes judiciaires, où il y a toutes les garanties, à mon avis, de protection des libertés par les parquets, par les juges, et vous me permettrez de vous dire aussi, normalement, les enquêteurs qui sont sous contrôle. Normalement. Quand il y a eu quelques oublis de ce respect de ces procédures, c'est tout à fait regrettable. Mais l'évolution des techniques, l'évolution d'un certain nombre de données qu'a évoqué notre collègue Lipietz, fait que nous aurons peut-être un jour à revenir pour aussi protéger les libertés publiques, mais elles sont moins protégées, il y a moins de risques qu'elles soient atteintes par la justice que par tout un tas d'éléments, mais c'est un autre débat qu'a ouvert Madame Lipietz. Merci, Monsieur Hyest, dans le respect du temps qui vous était imparti, absolument. La parole à Monsieur Yves Détraigne pour le groupe UDI-UC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, nous arrivons donc au terme de l'examen de ce projet de loi, ce qui va permettre aux forces de police et aux magistrats de reprendre ce que j'appellerais une activité normale en matière de lutte contre la délinquance. Les décisions du 22 octobre 2013 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation avaient porté un coup d'arrêt à la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre dans une enquête sur autorisation du procureur de la République. L'intervention du législateur était donc indispensable afin de rendre à nouveau possible l'utilisation des moyens de géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance. Intervention indispensable également pour améliorer l'encadrement de ces moyens techniques. En l'absence d'un texte répressif suffisamment clair et précis, c'est simple, c'est la porte ouverte à des pratiques occultes, au bord ou même en dehors de toute légalité, ce qui ne peut pas être toléré dans un État de droit. C'est donc dans l'intérêt de la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour un bon fonctionnement de notre justice pénale, que le législateur se devait de réagir rapidement après les arrêts rendus par la Cour de cassation en octobre dernier.
d'autant que les délinquants, eux, se préoccupent peu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de cassation et continuent allègrement à utiliser ces moyens de géolocalisation. Le texte qui ressort de la CMP nous paraît équilibré. Évidemment, nous aurions préféré que le texte final retienne une durée maximale de 15 jours consécutifs pour le recours à la géolocalisation sous la seule responsabilité du procureur de la République. Comme l'a justement rappelé le président Mézard lors de la CMP, notre Haute Assemblée avait adopté un délai de 8 jours avant l'intervention du juge des libertés et de la détention, ce qui nous semblait plus pertinent. En revanche, nous sommes satisfaits du seuil retenu pour le recours à la géolocalisation. Elle sera finalement autorisée pour les délits d'atteinte aux personnes, de recel de criminels et d'évasion punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement, ainsi que pour tout autre crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Cette rédaction est conforme aux exigences posées par la CEDH, qui n'a admis la géolocalisation que pour des faits d'une particulière gravité. Nous tenons à saluer l'excellent travail réalisé sur ce projet de loi par notre commission et par notre rapporteur, le président Sueur. Nous aboutissons ainsi à un texte équilibré, précis, qui va permettre aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats de pouvoir à nouveau s'appuyer sur ces moyens technologiques avec la sécurité juridique nécessaire. Le groupe UDI-UC soutiendra ce projet de loi dans sa rédaction issue de la commission mixte paritaire. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame la présidente Éliane Assassi du groupe CRC pour 7 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme toute technologie, la géolocalisation n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Et si elle a de bonnes utilités, nous avons donc la responsabilité de légiférer dans tous les domaines où elle est utilisée et trouver le juste équilibre. Cela a été répété plusieurs fois en chaque matière. C'est ce que nous ont précisément invité à faire les arrêts rendus donc le 22 octobre 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et dans ces arrêts, la haute juridiction judiciaire se prononce sur la question de la légalité de la géolocalisation et sur celle du contrôle judiciaire du recours à cette technologie en matière pénale. Bon, cela a été dit aussi, considérant que notre législation est trop imprécise, elle nous invite à nous prononcer sur la question afin de trouver, je le redis, un juste équilibre entre les nécessités de l'enquête et la protection de la vie privée. Il me semble, en tout cas, c'est ce que nous pensons, c'est ce que je pense personnellement et ce que pense mon groupe aussi, qu'un juste équilibre, ça fait 3 fois que je le dis, avait été trouvé avec le texte qui avait été adopté par le Sénat le 20 janvier dernier. Le texte initial donnait aux forces de l'ordre la possibilité d'utiliser la géolocalisation pour des infractions punies d'au moins 3 ans d'emprisonnement. La commission des lois du Sénat a porté ce seuil à 5 ans, conformément à la jurisprudence de la CEDH, qui considère que cette technique doit être réservée aux faits d'une particulière gravité. Donc la CMP n'est pas revenue sur la position adoptée en séance publique par le Sénat, qui restait satisfaisante dans la mesure où le seuil de 5 ans a été conservé et baissé à 3 ans pour les délits prévus au livre 2 du Code pénal. Le président Sueur en a fait état. Concernant le contrôle judiciaire du recours à cette technologie, la CMP a retenu la position adoptée par l'Assemblée nationale, qui nous semble moins protectrice que celle qui a été adoptée par le Sénat. Parce qu'il est vrai qu'en cas de flagrance, le procureur donnera une instruction valable 15 jours consécutifs et non 8 jours comme il avait été retenu par le Sénat. Alors, quoi qu'en dise le président Hyest, qui n'est plus là, la position qui a été retenue par le Sénat était pourtant conforme à l'avis de la CNIL, et qui avait rappelé que l'utilisation de dispositifs de géolocalisation doit être encadrée avec précaution, car particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dans la mesure où ils permettent de suivre de manière permanente et en temps réel des personnes, aussi bien dans l'espace public que dans des lieux privés. Donc la CNIL a notamment attiré l'attention sur le fait que dans le cas des procédures de flagrance, la durée de l'autorisation du procureur de la République devait être de 8 jours, reconductible éventuellement une fois, conformément à l'article 53 du Code de procédure pénale, mais je ne fais que répéter ce qui a été dit auparavant. Mais surtout, elle attire l'attention sur le fait que des mesures spécifiques devraient être prévues par la loi pour
protéger certaines professions exposées par leur activité ou par le secret des sources. On pense principalement aux magistrats, aux journalistes, aux avocats, etc. Alors, j'entends bien le compromis qui a été trouvé avec nos collègues députés. Mais je crois que nous sommes là encore une fois devant des procédures, et je dis encore une fois parce que ça me semble trop récurrent ces derniers temps, de procédures qui ne nous permettent pas d'aller au bout des débats. Je pense qu'effectivement, il y avait urgence à légiférer pour éviter de nuire à des enquêtes en cours, mais le recours aux procédures accélérées nous empêche d'envisager toutes les hypothèses. Et sur des sujets attentatoires aux libertés individuelles, il me semble qu'une seconde lecture aurait été très utile, d'autant plus, cela a été rappelé, que la CNIL, qui a été saisie le 5 décembre 2013 par le gouvernement, n'a rendu public son avis qu'après le passage du texte au Sénat. Et je rappelle quand même que cet avis ne peut être rendu public que sur demande du président de l'une des commissions permanentes des deux assemblées. Et cette demande a été formulée le 7 février par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ceci expliquant cela pour partie. Donc là aussi, il me semble que lorsqu'un avis est rendu par la CNIL, il serait peut-être utile et sage de systématiser sa publication. En tout cas, c'est une demande que je fais. Donc malgré toutes ces remarques, Madame la Ministre, nous voterons pour ce texte. Merci Madame la Présidente. Je cède la parole à Monsieur Jean-Pierre Michel pour le groupe socialiste pour 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Gavroche disait c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Là, c'était la faute à l'Europe, et maintenant, c'est la faute à la chambre criminelle de la Cour de cassation. C'est moins noble et c'est surtout moins bien écrit. Enfin, il faut s'y faire. Alors, de quoi s'agit-il? Madame Lipietz, vous avez ouvert un débat sur la géolocalisation. Bon. Ce débat, il devra avoir lieu. Le président de la commission des lois propose... bon. Mais ici, nous sommes saisis uniquement d'une atteinte aux libertés, c'est vrai, dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est tout. Et dans le cadre d'une procédure judiciaire qui concerne quand même la poursuite de délinquants, de criminels, de malfaiteurs, de truands, de trafiquants, eh bien, il y a des atteintes aux libertés individuelles. Il y a les écoutes téléphoniques, il y a les perquisitions, il y a les arrestations, il y a la détention provisoire, et maintenant on s'adapte aux techniques, il y a la géolocalisation. Alors, un compromis s'est fait. D'abord, le compromis s'est fait, Madame la garde des Sceaux, sur la procédure accélérée. Bon, peut-être que dans le texte précédent, on aurait pu nous saisir plus tôt. Là, vous l'avez saisi tout de suite, dès que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu son arrêt. Et donc, ce compromis se fait pourquoi? Pour permettre que des enquêtes qui ont été arrêtées soient reprises. Quelquefois, d'ailleurs, elles ont été arrêtées de façon un peu rapide et peut-être ne pourront-elles pas être toutes reprises, mais enfin, voilà. Deuxièmement, le compromis s'est fait sur un certain nombre de votes qui avaient été faits à l'Assemblée et au Sénat. En commission mixte paritaire, j'y ai assisté. Nos rapporteurs ont exposé leur point de vue et on est arrivé à un certain nombre de convergences qui ont semblé protectrices. Et donc, un accord s'est fait et la commission paritaire a, comme on le dit, réussi. Enfin, comme le dit Jean-Jacques Hyest, et je partage son point de vue, ces procédures, Madame Lipietz, sont sous la protection, sont encadrées par un magistrat. Pour l'instant, je regrette de vous le dire, en France, nous n'avons pas à en distinguer entre un juge et un procureur. Voilà. Il y a des magistrats. Certains sont procureurs et sont chargés de la poursuite, d'autres sont magistrats et sont chargés de l'instruction et du jugement. Mais ce sont des magistrats. Ils ont le même statut pratiquement et ils sont soumis aux mêmes obligations. Et ils doivent, les uns et les autres, respecter les libertés individuelles et les libertés publiques. Et d'ailleurs, ils en sont le garant au terme de la Constitution. Donc,
toutes les garanties sont réunies. Et la comparaison avec l'Allemagne est aberrante. Aberrante. Est-ce que ceux, mon cher collègue, qui vous ont soumis ce texte, car il faut dire les choses comme ça, sont allés en Allemagne voir comment marche la procédure? Non, certainement pas. Nous y sommes allés avec M. Le Cerf et aujourd'hui le directeur des services de la commission des lois. En Allemagne, les procureurs sont des fonctionnaires. Voilà, ils sont des fonctionnaires. Ce ne sont pas des magistrats. Peut-être ont-ils des garanties, parce qu'ils sont élus par les assemblées locales, pour un certain temps, quelquefois très long, mais ce sont des fonctionnaires. Et donc, en Allemagne, oui, toutes les décisions qui portent atteinte aux libertés individuelles, et pas seulement la géolocalisation, mais aussi la détention provisoire, mais aussi les perquisitions, mais aussi les écoutes téléphoniques, doivent être immédiatement, dans les plus brefs délais, prises par le juge. Voilà. Ce n'est pas la même procédure, ce n'est pas les mêmes personnes, donc comparaison n'est pas raison, mon cher collègue, en l'occurrence. Voilà. Donc, je dirais que tout ceci nous paraît équilibré. Le groupe socialiste se félicite de la réussite de la commission mixte paritaire, qui doit beaucoup d'ailleurs au travail de notre président rapporteur, qui a beaucoup œuvré en ce sens, et bien entendu, nous voterons le texte tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La discussion générale est close. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le gouvernement. Nous passons à la présentation de l'amendement du gouvernement. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Il s'agit d'un amendement de coordination, en fait, puisque nous modifions le Code des douanes, conformément aux dispositions que nous avons introduites dans ce texte de loi. Donc, nous établissons le seuil de 5 ans, ce qui nous permet de couvrir toute une série d'atteintes aux biens, et y compris de certaines escroqueries organisées. Merci, Madame la garde des Sceaux. Monsieur le président rapporteur, avis de la commission. Monsieur le Président, notre avis est très favorable. Je voulais féliciter Madame le garde des Sceaux, car cette coordination est nécessaire. À l'évidence, elle a échappé aux deux assemblées, mais heureusement que vous étiez là pour nous proposer cet amendement salutaire. Donc la commission est favorable à cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du gouvernement. Pardon, y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Excusez-moi, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du gouvernement. Qui est pour? Contre? Abstention? Le projet de loi relatif à la géolocalisation est définitivement adopté. Voilà, vous l'avez vu, le Parlement a donc définitivement adopté ce projet de loi qui clarifie l'utilisation de la géolocalisation dans le cadre des enquêtes. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, s'est félicitée des délais dans lesquels cette loi a été adoptée, seulement 4 mois entre la présentation du projet de loi et l'adoption définitive. Donc ce texte a permis d'encadrer l'utilisation de la géolocalisation qui pourra être utilisée dans des affaires strictement encadrées et qui pourra être utilisée pour 15 jours par le parquet. Au-delà de ce délai, eh bien, le juge des libertés et de la détention pourra décider de prolonger l'utilisation de la géolocalisation. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire ce soir à 19h pour 24h Sénat, le journal présenté par Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.